Bienvenue dans ma vidéo préférée de l'année! Allô, c'est Karine de Mon Coin Lecture et aujourd'hui c'est l'heure de mon top 25 2025. Oui, 25. Puis encore là, j'ai eu de la difficulté à choisir parce que j'ai eu une très bonne année de lecture, malgré les hauts et les bas, malgré les semi-peines de lecture et les bouts où j'ai beaucoup moins lu ou encore seulement en audio. En 2025, j'ai lu 160 livres et la moyenne, c'est de 3,76. Donc vraiment des bonnes lectures en général. Et là, on est le 26 décembre au matin. Je suis un peu perturbée parce que l'année n'est pas vraiment finie, mais j'ai commencé une relecture des Misérables en audio et en papier, je lis des romans de Noël. Donc, il n'y a pas de danger que mon top change. Il a donc fallu que je fasse des choix déchirants et en plus, je me suis essayée à les classer. Ça va être un peu une catastrophe. C'est dur, croyez-moi. C'est presque une torture. Pendant que vous êtes encore là, je vous rappelle qu'un like, un abonnement, ça coûte rien et ça fait plaisir. Et on y va avec mes livres préférés de 2025. En 25e position, j'hésitais pour ma fantaisie préférée de cette année. En fait, ma deuxième fantaisie préférée, parce que vous allez voir, il y en a une dans le top. Les trois romans entre lesquels j'ai hésité pour cette position, c'était le tome 5 des Archives de Rochard, c'est-à-dire Wind and Truth de Brandon Sanderson. Je l'ai pas choisi parce que c'est un tome 5 et en plus de ça, c'est pas mon préf de la série. Ensuite, The Will of the Many de James Islington. J'ai adoré ce roman-là. J'ai adoré ça. J'étais passionnée par ce roman-là. Mais c'est un tome 1, comment ça va évoluer? Donc, parce que c'est une série puis que j'avais lu juste un tome, je l'ai pas choisi, mais ça aurait pu là. C'était bon. C'était bon, j'étais pas capable de le déposer. Mais celui qui m'a laissé l'empreinte la plus marquante, c'est A Day of Fallen Night, et en français, ça s'appelle Un jour de nuit tombée, c'est de Samantha Shannon, et c'est la préquelle du Prieuré de l'Oranger, qui est un roman que j'avais déjà beaucoup aimé il y a quelques années. C'est une grosse brique, on revient dans ce monde-là, ça parle des légendes et comment elles se construisent dans le temps et dans les différentes parties du monde. On suit 4 personnages principaux, le monde est en train de s'effondrer autour d'elle. Il y a la grande quête, il y a leur quête personnelle également. Il y a des dragons, il y a des complots. Certes, c'est moins rapide que dans le Prieuré de l'Oranger, mais moi, j'ai préféré celui-là pour ça, probablement. On pouvait davantage explorer les personnages. Des fois, on a le goût de leur faire un câlin, des fois, on a le goût de les secouer. Mais il y a plein de thèmes qui sont abordés. C'est féministe, c'est queer, ça parle du deuil, de filiation. C'est vraiment bien fait. J'ai trouvé la fin, somme toute originale, et c'est un roman que je conseille. En 24e position, malgré quelques longueurs, j'ai adoré La Maison vide de Laurent Mauvignier. Je sais, je suis pas originale. Je sais, mais j'ai aimé ça et surtout ça m'est resté. Le texte commence quand l'auteur retourne dans sa maison familiale pour y chercher quelque chose, une croix d'honneur ou une médaille d'honneur, un truc du genre, et à partir de là, il va se souvenir de toute l'histoire de sa famille, des secrets de famille, des légendes de la famille, mais surtout, on va avoir le portrait de 3 femmes de 3 générations différentes, 3 femmes qui ont souffert, 3 femmes qui étaient prises dans le carcan de leur époque. C'est très bien écrit et ces personnages-là sont magnifiquement esquissés, même plus qu'esquissés, sont magnifiquement dépeints. J'ai adoré les comprendre petit à petit. Ça parle de filiation, encore une fois, de trauma générationnel, de relations mère-fille. Et dans ces femmes-là, il n'y en a pas une qui l'ont eu facile. Ils ont eu des vies terribles, pris dans les méandres de l'histoire avec un grand H. J'ai beaucoup aimé. Je pensais pas aimer autant, mais ça fait mon top. À la 23e position, on retrouve 1000 soleils splendides de Khaled Hosseini. C'est le même qui avait écrit Les Cerfs-volants de Kaboul. On est en Afghanistan, c'est une histoire de femmes et c'est pas simple pour les femmes, ça l'est toujours pas, ça l'était pas à cette époque-là non plus. On commence par rencontrer Mariam qui doit épouser un homme de 30 ans, son aîné, pour x, y raison. Il y a son histoire de famille, il y a la condition dans laquelle elle est et dont elle ne peut pas se sortir, les promesses qu'on lui fait qui ne seront jamais tenues. Elle va se retrouver prise dans ce mariage-là. Ça va pas bien. Et en plus de ça, elle parvient pas à lui donner un fils. Son mari dit, moi, il me faut un fils, sinon tu fais pas ta job de femme. Et il a épousé une autre jeune fille, Laila. C'est une enfant qui, elle, va réussir à lui donner un fils. Au début, la relation, c'est extrêmement difficile. Mariam est pas contente, elle ne l'aime pas, mais finalement, ça va se construire petit à petit. Laila, elle aurait l'âge d'être sa fille. Et c'est cette relation-là qui est magnifiquement belle. Ça parle de la condition des femmes en Afghanistan, mais aussi de la sororité qui est possible, même dans les plus terribles contextes. Est-ce qu'elles vont réussir à s'en sortir? J'ai beaucoup aimé ce roman-là. Ça se lit tout seul, malgré le thème qui est difficile. Je recommande.
En 22e position, j'ai une pièce de théâtre qui s'appelle Jeannette. Et c'est une pièce de théâtre qui se veut une conversation avec Jeannette Bertrand, qui est une féministe pionnière ici au Québec. Elle a fêté ses 100 ans cette année et l'autrice va retracer les différentes étapes de sa vie, les combats qu'elle a dû livrer souvent avant l'heure malgré les critiques qui venaient de partout. Le texte est basé sur des entretiens que Jeannette Bertrand a eus dans les médias et avec l'autrice également. C'est super bien fait. On voit l'évolution du personnage, on voit l'évolution de la pensée féministe. Faudrait que je prenne mon souffle. C'est une pièce que j'adorerais voir, j'ai aimé ça et j'aime cette autrice de théâtre. Une relecture, un roman que j'avais lu ado, je n'en gardais qu'un souvenir assez flou. Il s'agit de La cloche de détresse de Sylvia Plath. Ok, on met les choses sur table. Il y a des commentaires racistes, il y a des commentaires homophobes, il y a un propos qui est très first world problem, mais ça reste quand même un pur produit de son époque et de sa classe, on va dire ça comme ça. Parce que malgré tout, il y a une souffrance qui est palpable là-dedans. Elle se sent pas à sa place, elle se questionne sur tout, elle remet tout en question. Et juste la lire, ça fait mal. C'est surtout qu'elle s'est enlevée la vie quelques mois après. Veut pas, ça peut pas ne pas nous atteindre. Pour moi, ce roman-là, c'est surtout une plume et un plaisir de lecture, même si j'avais des petits moments cringe de temps en temps. Il y a donc deux parties. Une à New York, elle est là d'un programme, tout le monde s'éclate autour d'elle et elle n'y trouve pas sa place. Elle va se questionner par rapport à la place des femmes, aux hommes, au sexe, aux demandes qui sont faites aux femmes dans ce monde qui est en changement. Parce que je disais tout à l'heure que c'était un pur produit de l'époque, mais quand même, on est en plein mouvement social. Il y a une partie de la société qui regardait clairement pas. T'es beaucoup trop prise dans ses problèmes personnels, je crois. Bref, sa santé mentale, ça va pas bien, elle va se dégrader, elle va se retrouver dans une spirale médicale, elle va subir des trucs épouvantables. Et le pire, c'est que dans les personnes qui lui font subir ça, il y en a qui veulent vraiment son bien, là, ils sont persuadés qu'ils ont raison et ah mon Dieu, quand on regarde ça avec notre regard d'aujourd'hui, ça parle de souffrance, de santé mentale, d'injustice médicale, de passage à l'âge adulte. Et la plume, c'est bien écrit, c'est bien écrit. À la 20e position, on retrouve Blue Sisters de Coco Mellers. Et là, je vais vraiment avoir de la difficulté à vous en parler parce que c'est pas tant une histoire qu'une exploration de personnages. En fait, c'est l'histoire de 4 sœurs. Elles sont extrêmement différentes et elles ont parfois de la difficulté à se retrouver. En fait, je dis qu'elles sont 4, mais elles étaient 4 parce que Nikki, l'une des sœurs, est décédée et l'histoire commence 1 an plus tard alors que les sœurs doivent revenir dans l'appartement new-yorkais pour le vider, le vendre, bref. Elles vont devoir se retrouver. Oui, c'est une histoire de famille, c'est une histoire de sororité, c'est une histoire de deuil que personne ne fait de la même façon. Mais pour moi, c'est surtout une étude de personnages et une étude de personnages tellement, mais tellement bien réussie. Elles sont vivantes, ces sœurs-là, dans ma tête. Je me souviens pas tant des événements, mais je me rappelle des 4 sœurs. C'est fou. La plus vieille, c'est une ex-toxicomane. Elle est mariée avec une autre femme. Elle habite Londres. Bonnie, elle habite aux États-Unis. C'est une boxeuse talentueuse, mais elle s'est fait planter de façon épouvantable. Et on a Lucky. Elle s'appelle Lucky? Oui. Lucky, la plus jeune, qui, elle, est une party girl. C'est une mannequin et elle fait des choix épouvantables. Tous ces regards-là différents sur la même situation, sur le même deuil qu'elles ont à faire, c'est bien fait. C'est vraiment, lisez-le. Mais il faut aimer les romans où il se passe pas grand-chose. Une autre relecture d'une lecture d'adolescence dont je ne me souvenais pratiquement plus. En fait, c'était floutissime. Mais je l'ai relu parce que mon frère l'a lu et beaucoup aimé, puis je voulais en jaser avec lui. Et c'est Bonjour Tristesse de Françoise Sagan. Elle avait 18 ans quand elle a écrit ça. Elle avait 18 ans! Je trouvais que le portrait de l'adolescence, de la tentative de passage à l'âge adulte, c'est tellement ça. Elle avait un recul, c'est incroyable. C'est l'histoire de Cécile, elle a 17 ans, elle vit une vie de glamour avec son père qui est un éternel adolescent de 40 ans. Il se promène d'une femme à l'autre et il la traite comme un adulte, sauf qu'un jour, Anne, une des très très bonnes amies de sa mère et une femme que Cécile admire beaucoup, va arriver et va commencer à s'impliquer avec son père. Et là, il va avoir des choses qui vont changer et Cécile, elle va réagir. Dans ce roman-là, on est dans la tête d'une ado de 17 ans. Elle vit toutes ses émotions à fond et il y a cette intransigeance de l'adolescence qu'on ressent partout. C'est palpable, c'est tellement bien fait. Sa perception des choses est biaisée. Ce qu'elle croit qui est bon pour elle et ce que nous, comme adultes, on considère comme bon pour elle, c'est 2 choses. L'exploration des sentiments, elle est merveilleusement exécutée. Puis quand on voit le personnage de son père, on a le goût de le secouer. Son père, il veut bien faire, il l'aime, mais il fait tellement pas ce qu'il faut. Il fait tellement pas ce qu'il faut pour l'encadrer. Bref, le passage à l'âge adulte, c'est autant pour lui que pour elle. C'est bien écrit. Je trouve ça magistral pour une jeune fille de 18 ans et même pour une autrice chevronnée, c'est extrêmement bien fait.
En 17e position, un roman dont je vais vous parler bientôt pour une autre vidéo. Ça s'appelle Adieu Gulsari, c'est faut que je le lise. Chingiz Aitmatov, qui est un auteur qui vient du Kyrgyzstan. C'est pour ça que je l'ai lu. Ça va vous donner une idée dans quelle vidéo vous risquez d'en entendre parler. Et c'est un roman que j'ai adoré, alors que l'histoire de respect et d'amour entre un homme et son cheval, sérieux, qui aurait dit que c'était pour moi? Qui aurait pu dire? Mais ça a fonctionné? Ça a fonctionné. Parce que oui, c'est l'histoire d'un homme et de son cheval, Gulsari, qui était un superbe cheval, un superbe étalon, difficile à dresser, qui avait son caractère, mais qui avait un lien très très particulier avec le personnage principal. Ce personnage-là va retrouver le cheval beaucoup plus tard dans sa vie, alors que le cheval, il est en fin de vie, il est loin de ses exploits de jeunesse, et ils ont un chemin à faire ensemble, mais c'est pas évident. Donc, oui, on a cette relation-là, mais on a également toute une partie de l'histoire du Kyrgyzstan qui nous est contée. Le personnage principal s'appelle Tanabai, c'était un homme qui voulait la révolution, il a combattu dans la guerre et il y a eu une énorme désillusion à son retour. Il y avait des espoirs extraordinaires dans les kolkhozes, finalement, ça s'est pas passé aussi bien que prévu. Ça parle de ça, mais ça parle aussi de la fin d'un monde, ça parle de la modernisation qui a balayé beaucoup de coutumes, beaucoup d'artisanat, beaucoup de façons de vivre sur son passage. Il y a une critique sociale sur l'absurdité de certaines décisions. Et maintenant, j'ai une envie folle d'aller au Kyrgyzstan. Il faut que ça marche. J'ai vu que de cet auteur-là, il y avait un autre roman qui s'appelle Jamilia qui était très très bien coté, donc il faut que je le lise. J'aime beaucoup, je recommande. À la 16e position se trouve une série, c'est-à-dire la série de Tamsin Muir qui commence par Gideon the Ninth. Je pense que j'ai lu 3 tomes l'année dernière et c'est extrêmement difficile de vous en parler parce que je vais trop vous dire de trucs. Et là, j'ai nommé ici le tome 1, mais c'est à partir du tome 2 que j'ai réalisé que cette série-là ferait partie de mes favoris parce que le tome 1, j'étais comme ouais, j'avais écouté en audio, j'aurais pas dû, les voix me tapaient sur le système. Mais à partir du tome 2, c'est comme il nous bouleverse l'esprit. On passe la moitié du roman à se dire mais où on est? Où on est? Ça c'est mon Pepsi, faudrait pas qu'il soit là, faudrait pas qu'il soit dans le champ de vision. Bref, l'histoire commence sur une planète qui s'appelle la 9e maison. On est à la frontière de la fantasy et de la science-fiction, parce qu'il y a des vaisseaux spatiaux, il y a des planètes et tout ça, mais il y a de la fantasy aussi. Certains endroits disent de l'horreur, moi je trouve pas. Il y a un côté grimdark un peu, mais pas de l'horreur. On a donc 2 personnages principaux qui se détestent cordialement. Il y a Gideon d'un côté et de l'autre Harrow. Gideon, elle déteste sa vie, elle veut sacrer son camp de là, sauf que Harrow, elle a des projets pour elle, elle dit non, avant de partir, je vais te laisser partir, là, mais il faut que tu fasses un truc pour moi. Il faut que tu viennes avec moi à un genre de convention des planètes. Et dans cette convention-là, il y a des énigmes à résoudre, un labyrinthe, des mystères, bref, elle dit on va résoudre tout ça, là, puis après ça, tu pourras partir. Est-ce que ça va se passer comme ça? Pas du tout, pas du tout, bien entendu, sinon il n'y aurait pas d'histoire. Mais on a un monde complexe, beaucoup de personnages, on a plusieurs planètes, on a des histoires différentes également. Faut s'accrocher pour les démêler. Je pense pas qu'il y a un seul narrateur qui soit fiable dans tout ça, et quand même, les personnages principaux se maquillent avec des têtes de mort. Il me semble que ça parle. Bref, on a des quêtes, des complots politiques, des magouilles beaucoup plus grandes que ça, et à la fin du premier tome, c'est une explosion, et comme je vous dis dans le deuxième, c'est comme what the... On sait plus du tout où on est rendu et ce qui se passe, et on dit bon, ok, il faut accepter de suivre cette histoire-là, et ce concept-là, c'est ça que j'ai trouvé génial, et là, ça fait beaucoup trop longtemps que je parle, je suis juste rendue à la moitié du top, je vais essayer d'abréger un peu. En 15e position, on retrouve All the Sinners Bleed, c'est-à-dire Le sang des innocents en français, c'est de S.A. Cosby. C'est le premier que j'ai lu de cet auteur-là et depuis, j'en ai lu quelques autres et j'aime toujours. C'est un auteur qui parle souvent de la condition des Noirs américains aux États-Unis et ici, on a un shérif qui est devenu le shérif d'une petite ville et c'est pas simple parce que on a une ville qui est très séparés entre ceux qui refont la guerre de sécession et la population noire qui mange la cour depuis de nombreuses années. Le shérif se retrouve donc en conflit de loyauté parce qu'il devient la loi et la loi, elle a écrasé tout son monde depuis des années, donc c'est pas si simple pour lui comme position. L'histoire commence sur une fusillade dans une école et là, tout va basculer et on va découvrir de terribles secrets. Ce qui est intéressant, c'est surtout la réflexion sur le racisme systémique, sur la façon de voir les choses, sur les petits gestes du quotidien qui font que la vie est pas facile pour une grande partie de la population. Ils sont tellement pas traités de la même façon, même maintenant.
C'est donc un roman noir, l'atmosphère est pesante, mais il y a des relations entre les personnages qui sont hyper intéressantes également, particulièrement le personnage de Titus, le shérif. Il est tellement pris dans son rôle qu'il oublie parfois de cultiver ses autres relations et on a son passé aussi derrière. Le regard qu'on va jeter sur ce petit village-là, il est right on point. Le père du shérif, il est très très croyant, donc oui, ça parle de foi dans ce roman-là. Moi, habituellement, ça me bloque. Là, pas du tout. Je trouvais que c'était très très bien fait et ça fitait dans le contexte. C'est tellement prégnant dans cette petite ville-là qu'on peut pas passer à côté. Une excellente lecture qui fait réfléchir et dont les pages se tournent toutes seules. En 14e position, il y a Mon vrai nom est Elisabeth de Adèle Yon. Oui, je sais, moi qui tripe sur les belles plumes, ici on n'est pas là-dedans, pas du tout. Mais ce roman-là, ce roman essai-là, il m'a marqué parce qu'il m'a fait enrager. Mais je venais tellement fâchée, là, ça l'avait pas de bon sens. Ça parle de santé mentale des femmes et le roman va s'ouvrir sur la protagoniste qui est l'autrice. Elle est à un moment de sa vie où elle se questionne sur sa propre santé mentale parce que dans sa famille, il y avait sa grand-mère, ouais, c'est sa grand-mère? Non, son arrière-grand-mère. Elle avait été internée dans les années 50 et dans sa famille, c'est un non-sujet. Pour certaines, c'est une dame qui se désorganisait, qui pétait des coches épouvantables. Pour d'autres, c'est une dame rigolote qui sautait dans la piscine puis qui disait que son petit-fils l'espionnait à travers les murs. Bref, il y a un secret de famille. Pour la plupart des membres de sa famille, il faut oublier, il faut mettre de côté, ça fait moins mal comme ça, mais elle, l'autrice, elle a besoin de comprendre, elle a besoin de savoir et elle décide de déterrer tout ça. On a donc une partie plus personnelle où elle va faire des recherches sur cette arrière-grand-mère-là et une autre qui est beaucoup plus factuelle qui parle de santé mentale des femmes et de chiffres sur la santé mentale des femmes. Et ce qu'elle a subi, cette arrière-grand-mère-là, et qui était considérée comme normal à ce moment-là, oh mon Dieu que c'est fâchant. Le mari! C'est comme, la femme, elle fait pas ton affaire, il y a un petit bout, elle va pas bien, envoie à l'asile, envoie les électrochocs, envoie des petites cicatrices sur le bord de la tête. C'était épouvantable, c'était épouvantable. Tu sais, elles avaient le droit de rien. Elles pouvaient pas craquer, elles pouvaient pas avoir d'autres opinions, d'autres goûts que ceux de leur mari. C'était... En tout cas, bref, vous voyez, je fais juste en parler, ça me choque encore. J'ai lu beaucoup de romans sur ce thème-là au printemps cette année et celui-là, il m'a quand même marqué. Donc oui, je recommande. En 13e position, l'une de mes lectures récentes desquelles je n'attendais rien. Il s'agit de La Bonne Mère de Matilda Di Matteo. Et c'est un choix de lecture pour la couverture. Parce qu'il y a un petit chien, je sais pas si vous voyez, il est choupinou, il y a une moitié de chien. Bref, je l'ai lu pour ça. Et j'ai découvert totalement autre chose. Je pensais qu'on allait lire un truc un peu funny, mais non, pas du tout. C'est une magnifique relation mère-fille. Une mère et une fille qui sont différentes, mais qui se ressemblent en même temps. Ça parle aussi des silences, des choses qu'on tête de tout plein d'autres thèmes dont je peux vous parler ici pour rien spoiler, malgré que c'est quand même assez évident. Mais on a deux magnifiques portraits de femmes. Je fais toujours ça avec mes mains. Je gosse, hein? Je me gosse moi-même. Quand je suis énervée, je fais ça. Bref. Donc, je tiens mes mains. Je disais deux femmes. On a Clara d'un côté, qui est une jeune femme qui vient de Marseille, qui est montée à Paris. Elle, c'est une jeune femme qui est plutôt réservée et elle se sent pas tout à fait à l'aise dans son Marseille natal. Sa mère Véro, quel personnage! Quel personnage! Pour certains, elle est vulgaire, mais pour Clara et pour nous, c'est une femme qui est solaire, une femme qui est flamboyante. C'est la cagole marseillaise. Elle est juchée sur ses talons, elle a des jupes courtes, du strass, des paillettes. Elle a un langage coloré et bref, elle sait ce qu'elle est, elle l'assume parfaitement. Elle a ses copines, j'adore ses copines. Mais quand sa fille revient de Paris avec son nouveau fiancé qu'elle baptise amicalement ou pas le Girafon, elle dit « Oh mon Dieu, pauvre elle ». Parce que il est fils d'une famille parisienne riche, bourgeoise, catholique, vieille école, avec des valeurs, avec un grand V. Et Clara, elle essaie de prendre ces codes-là. Elle est clairement une transfuge de classe. Oui, ça parle de ça. Oui, ça parle de cette difficulté-là. Mais ça parle aussi de santé mentale. Ça parle de douleur et de souffrance très, très profonde. Et la relation mère-fille, c'est fabuleux, c'est fabuleux. On a d'un côté Clara qui aime profondément sa mère, mais qui a un peu honte de temps en temps, puis qui se sent coupable d'avoir honte. Et on a Véro qui regarde ça aller, puis qui dit « Mon Dieu, ma fille, elle rejette tout ce que je suis, elle est partie, elle veut plus de nos valeurs, mais elle a pour elle, puis elle s'aime. » Mais c'est pas toujours facile, parce que leurs façons de réagir sont tellement opposées. C'est bien fait, j'ai beaucoup aimé ça. Il y a des thèmes qui sont quand même sérieux dans tout ça. Ça parle de ce qui se passe à travers les générations. Je sais pas, je dirais trauma intergénérationnel, mais en tout cas, au moins la répétition de certains schèmes à travers les générations. J'ai beaucoup aimé ça et je recommande. Les deux voix sont tellement différentes. C'est vraiment bien fait. Au numéro 12, une grosse surprise pour moi parce que les précédents romans de cette autrice, je les trouvais preachy et j'aimais pas tant.
Mais là, ça a fonctionné. Il s'agit de Apprendre si par bonheur de Becky Chambers. Oui, on reste dans la science-fiction positive. Mais ici, on n'est pas dans l'utopie ou dans le rose bonbon, parce qu'on a l'histoire de 4 astronautes qui sont partis explorer l'univers. Ce roman-là, là, c'est un roman plaisir de lecture. Je suis venue les yeux toutes mouillées. Des fois, je le moi? Mais oui, moi. Tes mains, Karine, tes mains. Bref, ces 4 personnes-là, elles ont tout laissé derrière. C'est très, très court, mais on passe un moment hors du temps et les relations qui se sont tissées entre la narratrice et les autres astronautes. J'aurais peut-être aimé voir les autres astronautes ensemble. En tout cas, c'est mon seul petit bémol, mais j'ai vraiment aimé ça. C'est très court et l'autrice réussit en très, très peu de mots à nous faire comprendre ce qui les lie et l'affection qui les lie les uns avec les autres. Donc oui, dans le roman, on a l'exploration des planètes, mais aussi tout le questionnement. La Terre est en train de s'effondrer présentement. Les communications avec la Terre ont 14 ans de retard. Puis souvent, c'est juste des mauvaises nouvelles. Est-ce que ça vaut la peine de les lire? Pourquoi on fait ça déjà? Est-ce que c'est pas un peu futile dans ce contexte-là? Qu'est-ce qui arrive sur la Terre? Ils savent même plus s'il y a des gens qui lisent leurs trucs. Et là, toute la question de l'éthique, des paradigmes qui changent, tout ça c'est posé, mais toujours juste posé. Ils nous donnent pas la réponse. On voit par nous-mêmes. Bref, j'ai trouvé ça hyper émouvant, intéressant. Et moi, c'est l'amour de l'apprentissage, la passion pour les nouvelles connaissances. C'est quelque chose qui me rejoint toujours dans la littérature. Et j'ai retrouvé ça dans ce roman-là. Donc oui, moi, j'ai adoré un Becky Chambers. En 11e position, on a Les filles de la famille Stranger de Katharina Vermette. C'est une autrice canadienne autochtone et ce roman-là, ça a l'air que c'est le 2e tome d'une genre de série. J'avais pas lu le premier, ça m'a zéro dérangé. Maintenant, je veux le lire par exemple, mais oh mon Dieu, l'histoire qui frappe droit au cœur, c'est ouf. Et comme tout ça, ça se passe dans notre pays, avec nos lois, et voir qu'on a pu en arriver là, et on voit aussi à quel point c'est complexe tout ça, mais ça fait mal, c'est un roman qui fait mal. On a donc 3 personnages féminins, on a Cedar, on a Elsie et on a Phoenix. Phoenix, c'est son histoire qu'on raconte dans le tome 1. Elle est en prison dans ce roman-là. Elle est en colère, ses réactions, elles sont over the top, mais on comprend pourquoi. Le pire, c'est qu'on comprend pourquoi. On a Cedar qui, elle, s'est promenée de famille d'accueil en famille d'accueil et un jour, elle s'en va vivre dans la famille de son père qu'elle ne connaît pas. Cedar, c'est une bonne fille, elle veut bien faire, elle veut étudier, mais elle a tout son passé qu'elle traîne derrière elle. Sa voix, elle est hyper intéressante et elle a un peu plus d'espoir que celle des 2 autres. Elsie, elle, c'est la sœur de Phoenix, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est la sœur de Phoenix puis c'est la mère de Cedar. Elsie, elle est toxicomane, Elsie, elle veut s'en sortir, mais elle retombe toujours. Et la façon dont l'histoire est contée, ça fait 15 fois que je vous le dis, on comprend. On comprend pourquoi. On dirait que le système qui est fait pour les aider s'attend tellement à ce qu'elles se plantent qu'elles finissent par se planter. Bref, on a ces 3 femmes-là qui vont tourner les unes autour des autres. Ils essayent de tisser des liens, c'est pas toujours évident. Mais elles essaient surtout de survivre à travers tout ça et de se réaliser en tant que femme, en tant que personne. Et c'est pas simple. Elles traînent le poids de leurs actions, de leur passé, du passé de leur mère. Le traumatisme intergénérationnel, il est hyper bien traité dans tout ça. C'est fort, c'est poignant et je trouve que l'autrice réussit à rendre très humaines des femmes qui sont difficiles d'approche et qui peuvent sembler parfois difficiles à aimer. Elles sont couvertes d'épines, elles se protègent. On arrive dans le top 10. Mes meilleures lectures. Et là, je regarde les trucs dont je viens de vous parler. J'ai tellement aimé ça. Puis je dis, mais voyons, mais comment ça qui est juste là? Je ferais le top demain, puis ça serait autre chose. Mais aujourd'hui, c'est ça. Et à la 10e position, on retrouve La Mer des larves de Maude Jarry, qui est ma lecture québécoise préférée de cette année. On rencontre donc Sarah. Sarah, elle travaille dans une clinique vétérinaire et habituellement, tous les animaux l'adorent. Sauf que là, sa vie prend une débarque parce que non seulement elle a des maux de ventre débilitants, c'est terrible pour elle, son chum vient de la sacrer là parce qu'il vient de réaliser que quand elle dit qu'elle veut pas d'enfant, là, ben c'est vrai, elle changera pas d'idée. Oh, what a surprise! Sa mère aussi veut la convaincre d'avoir des flots et en plus, les chats se mettent à l'attaquer sans raison. Tu sais, quand ça va mal, ça va mal. On a donc une héroïne dont la vie est en train de prendre le bord. Sarah, elle est nullipare, elle est child free. Elle ne veut pas d'enfant. Elle ne changera pas d'idée. Et quand elle amène ça au médecin, on dit, ben voyons, ben non, une stérilisation. Mais voyons, mais non, toi pauvre petite femme, tu ne sais pas ce que tu veux. Tu vas forcément changer d'idée. Imagine, tu seras incomplète, tu ne seras pas mère. Ok, j'arrête, c'est bon. Elle se frappe à un mur de non catégorique. Elle a mal au ventre. Ben voyons, c'est des SPM, c'est pas si pire, hein? Et là, un moment, elle dit, non, elle dit, tu comprends pas, là, j'ai vraiment mal au ventre. Donc, ben oui, beauté, on va vérifier. Et là, on découvre
quelque chose. Et c'est là où ça devient un peu gore, on va dire. On a une plume très actuelle, c'est féminin, c'est drôle, sans devenir complètement absurde ou loufoque pour autant. Et le ton utilisé, ça sert parfaitement le plaidoyer du roman. Tu sais, c'est right on. J'ai adoré l'utilisation de la fiction pour soutenir la thèse qui est développée dans le roman-là et la fin. Je ne m'attendais pas à ça. J'ai éclaté de rire. Éclaté de rire. Et ce que ça dit en gros, c'est « mais foutez la paix à notre utérus ». 9e position, une autrice qui ne m'a jamais déçue à date. Il s'agit de Nino Arateshvili, en tout cas celle-là, avec cette année La lumière vacillante. C'est un gros roman qui se déroule en Géorgie. Ça raconte l'histoire de quatre amies très différentes qui s'aiment mais qui s'aiment très très mal. Et ces jeunes femmes-là, elles vont grandir à Tbilissi, en Géorgie, la capitale. Ça se passe tout de suite après la chute de l'Union soviétique et ça va pas bien. Ça va pas bien parce que quand la classe dirigeante a tombé, c'est les petits et grands voyous qui ont pris le dessus. Bref, c'est un univers profondément machiste, il y a des guerres de gangs dans tout ça. C'est la petite mafia qui contrôle le tout. L'histoire va s'ouvrir 30 ans plus tard. Les protagonistes vont se retrouver lors d'une exposition, une exposition posthume des œuvres de Dina, l'une de leurs amies, Dina l'artiste, Dina l'exubérante, Dina qui ne faisait pas de concession. Elle était photographe, elle n'est plus là, les 3 femmes restantes ne se sont pas vues depuis longtemps. Et c'est à travers les photos de Dina que vont ressurgir certaines scènes du passé et des souvenirs des jeunes femmes. Vous le savez, moi les trucs un peu nostalgiques, ça me parle et ça a fonctionné ici. C'est super bien écrit ou bien traduit, probablement bien traduit. C'est hyper imagé, j'ai trouvé tellement parlante la façon d'expliquer comment la guerre et les traumatismes peuvent façonner les âmes, peuvent façonner les cœurs et vraiment influencer les actes de chacune de ces jeunes femmes-là qui ne vont pas du tout réagir de la même façon. Parce qu'elles sont très différentes. Les pauvres filles, elles sont prises dans les méandres de la guerre, de l'histoire. Elles sont toujours à la croisée des chemins et souvent elles vont pas prendre les bonnes décisions. Du moins pas à nos yeux à nous. Ce sont des filles qui s'aiment mais qui se blessent tout le temps sans le vouloir, des fois en le voulant un peu. Il y a aussi toute une réflexion sous-jacente sur le rôle de l'art et sur la façon qu'a l'art de sublimer le réel et l'horreur. J'ai aimé ça. Oui, c'est long, mais j'ai aimé ça. Je me suis pas ennuyée. À la 8e position, on retrouve Délicieuse pourriture de Joyce Carol Oates. Là, vous allez me dire, t'as lu Fox, un gros truc, et t'as lu Délicieuse pourriture, un tout petit truc, puis ta préférée, c'est celui-là. En fait, je pense que Fox, c'est plus fort, mais je m'en suis pas encore remise. Je suis encore... On verra l'année prochaine ce que j'en dirai. Mais pour le moment, c'est vraiment celui-là qui m'a marqué, que j'ai assez digéré pour être capable de vous en parler. On est donc dans les années 70, on est dans un collège féminin et on a Gillian qui est la narratrice. Elle va tomber sous le charme, ou plutôt l'emprise, de son professeur de littérature qui les incite à tenir un journal et à les lui remettre. Et elle va se ramasser prise dans une spirale assez terrible créée par le professeur et son épouse. Vous voyez un petit peu les thèmes qu'on retrouve dans les 2 romans, mais là, c'est des jeunes adultes qui n'ont pas 13 ans. Vous voyez pourquoi j'ai de la difficulté? Quand on lit Joyce Carol Oates, il faut s'attendre à être inconfortable. C'est le cas dans ce roman-là, l'atmosphère elle est poisseuse, vénéneuse. Et ce qui dérange le plus, du moins ce qui me dérange le plus, c'est la dichotomie entre les visions de Gillian et la mienne, qui regarde ça de l'extérieur, on dit « Ah mais mon Dieu, ah mais mon Dieu ». Nous, de l'extérieur, on voit l'emprise, on voit toute la manipulation, c'est dégueulasse, mais elle le voit pas, elle prend toutes les mauvaises décisions, on veut la secouer. Mais dans sa tête, c'est pas ça, elle fait partie des favorites, des privilégiés. C'est pas facile à aimer, puis ça fait ressortir le concept de la parfaite victime. On est loin de là. Est-ce que c'est moins une victime pour autant? Ça parle des relations entre les jeunes femmes également qui sont tout sauf simples, qui sont souvent malsaines. Il y a le thème de l'obsession qui est exploité. Bref, c'est un roman auquel j'ai pensé longtemps et j'ai adoré. J'ai adoré. Même si j'étais pas tant bien en le lisant. 7e position, un roman qui a traîné dans ma pile des années. Ça s'appelle Le fardeau tranquille des choses, The Book of Form and Emptiness. C'est de Ruth Ozeki et j'ai adoré ça. On est dans le réalisme magique et ça parle de deuil et d'art et de santé mentale, tout ce que j'aime. En plus de ça, imaginez, le narrateur, c'est un livre. C'était fait pour moi. Bref, on va rencontrer Benny et sa mère. Le père de Benny est décédé dans des circonstances complètement traumatisantes et un peu ridicules. Et les deux vont dealer comme ils peuvent avec cette perte-là, vont tenter de faire leur deuil. Et ça va pas bien, ça va pas bien. Sa mère, elle décide d'accumuler des choses. Et lui, ces choses-là, elles lui parlent. Tout lui parle, dont le livre. Mais les tailleurs, les cuillères, tout. On est donc surtout avec Benny qui croit qu'il devient fou, il sait plus ce qui est réel, ce qui l'est pas, mais c'est une grande question dans la vie. Sa relation avec sa mère, elle va se dégrader, elle n'a rien que juste pour elle, mais lui, il est pris dans son truc, fait qu'il s'en rend pas compte de tout ça. Bref, on a 2 solitudes qui sont les unes à côté des autres. Il essaye, mais ça marche pas.
C'est un roman dans lequel il faut prendre le temps de s'installer, il faut accepter de pas tout comprendre tout de suite. Comme je vous disais, ça parle de santé mentale, il y a différentes visions de la santé mentale qui sont exposées là-dedans. On n'est pas obligé d'être d'accord avec tout, mais c'est hyper intéressant. Ça parle aussi de l'art de rédemption par l'art, ça parle de créativité, ça parle de différentes façons de voir l'art et comment la neurodivergence peut s'exprimer dans l'art et créer encore quelque chose de plus différent. Tous ces thèmes-là, ça me parle et en plus, le réalisme magique, c'est bien fait. Des fois, on a Benny qui corrige le livre. J'aime ça. En tout cas, tous les procédés narratifs, ça a passé avec moi une excellente lecture. Le numéro 6 de ce top, c'est La petite dame en son jardin de Bruges de Charles Bertin. Vous savez, je suis une grande nostalgique dans l'âme. Tout ce qui parle de souvenirs d'enfance, d'instantanés, de petits moments qu'on a exaltés dans notre souvenir, ça vient me rejoindre. Et ici, c'est ça. C'est vraiment ça. Il n'y a pas d'histoire en soi, mais j'ai tellement aimé ça, j'ai tellement aimé la plume. J'étais là, je lisais ça, puis je trouvais ça beau, puis j'étais émue. Et pour moi, c'est une belle lecture, l'atmosphère, et ça fait visiter Bruges. Ah, que c'était beau, et que j'ai aimé ça. Il se passe rien, mais j'aimais ça. L'auteur, qui est le narrateur, va se souvenir des étés qu'il passait à Bruges avec sa grand-mère. Sa grand-mère, elle est décédée depuis 50 ans. Elle est née en 1870 d'une famille paysanne. Elle a sacrifié son éducation à celle de ses frères. Ensuite, elle a sacrifié sa vie à son mari. Elle l'a suivi un petit peu partout. Et arrive son petit-fils avec qui elle va tisser une superbe relation qui est magnifiée par les sentiments et également par le temps qui passe. Ces deux personnages-là s'adorent et le tout, ça va être intensifié par un amour de l'apprentissage et tout un imaginaire qui demande juste à se développer. C'est beau et que j'ai aimé ça. C'est un roman qui est très, très pudique. On se balade dans Bruges. Moi, je suis allée, ça fait des années, mais j'avais l'impression de revivre cette ville-là avec ses clochers, ses petits canaux. Il y a des moments d'exaltation, des moments d'ennui, mais toujours ce lien-là qui va rassembler les deux personnages. C'est poétique, c'est évocateur. J'ai terminé Les yeux dans l'eau. C'est mon 6e roman de l'année. On arrive au top 5 et pour faire changement, j'ai un roman de Elif Shafak dans mon top cette année. C'est une autrice née en Turquie que j'adore. Elle a toujours le don de traiter ses sujets d'une façon qui me fait triper. Et ici, on a encore une fois des récits entrecroisés, des histoires à travers les âges, à travers les époques et au milieu de tout ça, un livre, L'épopée de Gilgamesh. Les fleuves du ciel, c'est tout ça, mais c'est aussi l'histoire d'une goutte d'eau. 3 personnages principaux, un jeune homme passionné d'écriture cunéiforme à l'époque victorienne, 2 jeunes femmes de nos jours, une à Londres, elle vient de déménager sur une péniche, et on a Narine qui est une jeune femme yézidi. Son village va être inondé et elle part avec sa grand-mère à Ninive. Ce roman-là, c'est leur histoire. C'est complexe, mais quand on le lit, on est tellement dedans. Comme toujours avec cette autrice-là, c'est romanesque, c'est poétique et on apprend toujours des choses. Du moins, moi, j'apprends parce qu'il y a plein de choses que je sais pas, faut croire. Ici, j'ai pu prendre conscience de l'histoire du peuple yézidi, qui est un peuple kurdophone, qui a toujours vécu en Mésopotamie et qui a été persécuté à travers les âges, notamment encore maintenant par l'État islamique. En tout cas, en 2014, là, quand est arrivée cette histoire-là, maintenant, je le sais pas tant. Je savais rien de tout ça. On entend souvent parler de ces guerres-là, de ces conflits-là, et cette autrice-là réussit à faire comprendre ce qu'ils sont, mais à l'échelle des gens. C'est pour ça que j'aime la littérature. C'est tellement pour ça que j'aime la littérature. Mettre des visages, des histoires, même fictives, sur ce qui se passe partout dans le monde, je trouve ça extraordinaire comme possibilité. Tous ces destins-là vont bien entendu se croiser d'une façon ou d'une autre. Il y a un petit fil ténu là, qui se promène à travers tout ça. C'est encore une fois super bien écrit, très très cinématographique. Ça parle des destins qui ont été façonnés par l'histoire. J'ai adoré. Lisez Elif Shafak. En 4e position, un roman qui traînait dans ma pile à lire depuis 2007. Je crois. En fait, il était dans mon challenge ABC 2008. Ça vous donne une idée. Et c'est Terre des oublis. Je vais être obligée de lire le nom de l'autrice. C'est Duong Thu Quoc. C'est une autrice vietnamienne. Je l'ai lue au Vietnam, un peu dans ces petits villages-là. Ça a peut-être contribué à mon coup de cœur, mais j'ai adoré ce roman-là. Je trouvais que l'autrice réussissait tellement bien à dépeindre la vie dans ces villages-là. Et quand tu l'as vu, tu comprends. On voit comment ils vivent, on voit la façon de penser, l'esprit de village. Bref, il y a encore un gros esprit de collectivité qui fait que les actions des uns influencent la vie des autres, donc on voit. Mais je vous explique de quoi ça parle. Il s'agit de Mien. Elle est mariée à un propriétaire terrien qu'elle aime et qu'il aime. Elle a un garçon. Elle va en forêt. Et quand elle revient, il y a un attroupement devant chez elle et on lui dit que son premier mari, Bon, qu'elle croyait mort à la guerre des années auparavant, est revenu. C'est un vétéran communiste, il a été emprisonné, il a vécu une dure vie et lui, il s'attend à retrouver sa femme. Il veut sa femme, il la réclame, c'est son droit. Et tout le monde s'attend à ce qu'elle revienne avec lui. L'image de Mien l'a gardé en vie à travers toutes ces années-là. Donc, on a 3 points de vue. Son point de vue à lui, son point de vue à elle et celui de Wan qui est le... Wan, en tout cas,
son mari, qui vit ça lui également. Mais elle n'aura pas le choix, elle va retourner vivre avec son premier mari. Son premier mari, il a rien. Il a clairement un PTSD. Il prend pas toujours les bonnes décisions, mais il a pas la capacité, il a pas la capacité mentale, la santé mentale pour le faire. Puis elle y en veut un peu. Bref, les trois personnages souffrent profondément. Ce sont des victimes de la société et de la guerre également. Des victimes de cette société-là qui a énormément souffert, qui se veut droite, qui se veut empreinte de rectitude politique et de morale. Et la guerre du Vietnam, qu'ils n'appellent pas du tout comme ça là-bas. D'ailleurs, ça a laissé une empreinte au fer rouge. Et ça, j'ai trouvé que l'autrice, à travers des scènes de la vie quotidienne, à travers des façons de penser, réussit à nous le faire comprendre. Et quand tu vas là-bas et que ça t'est expliqué de façon très très explicite, tu vois encore le niveau de maîtrise de ce roman-là qui réussit à faire passer les mêmes messages, mais implicitement. Même si c'est des histoires hyper difficiles, même si on a des personnages qui souffrent, on réussit à nous faire voir la beauté de cette vie quotidienne-là, des paysages luxuriants du Vietnam. C'est un roman qui est extrêmement sensuel, je dirais, pas sensuel, sensuel sens, odeur, son, couleur, plus dans ce sens-là. J'ai adoré ça. Puis en plus, c'est hyper bien écrit, ce qui ne gâche rien. On passe au top 3. Encore une fois, ça peut être surprenant venant de moi, mais c'est pas un roman dont l'écriture m'a bouleversée. Je trouve que c'est une écriture qui est adéquate, qui est correcte, mais c'est pas non plus c'est pas une explosion de beauté, voyez-vous. Mais quand même, l'histoire, les sujets, le traitement de ceux-ci, j'ai vraiment aimé ça et il s'agit de Bravoure de Witty et Imaira. Le roman se passe en Nouvelle-Zélande. On est avec Michael. Michael est homosexuel et maori. Il est issu d'une prestigieuse lignée et on va dire que l'homosexualité, c'est pas tant ça dans sa famille. Pas ça pantoute, en fait. Bref, il fait son coming out et il va y avoir un tsunami. Ils vont être très gentils, ils vont lui montrer gentiment la porte. Sauf qu'à ce moment-là, son chum décide de le sacrer là, il se retrouve face à lui-même et c'est ce moment-là que sa tante choisit pour le contacter, pour lui raconter l'histoire de Sam, son oncle, qu'on a un peu effacé de la famille, pas rien qu'un peu. On est donc dans une œuvre très engagée, mais très romanesque aussi. Les personnages sont émouvants, attachants, même si souvent ils sont sur le bord du précipice, ça va pas tant bien que ça dans leur vie, ce qui fait qu'ils sont pas toujours à leur top, on va dire ça comme ça. L'auteur, il réussit à traiter de la thématique queer, de la culture maori, des droits des Maoris, de la guerre du Vietnam, oui, ainsi que des relations compliquées, qu'elles soient familiales ou de couple, parce qu'il n'y a rien de simple dans ces situations-là. Oui, ça fait beaucoup de sujets, mais c'est traité avec juste assez de profondeur pour pas sembler preachy. Ici, les causes servent l'histoire et non l'inverse, et ça me plaît. On a deux histoires qui se répondent à travers le temps. Celle de son oncle va permettre à Michael de s'émanciper, de comprendre qui il est et de comprendre un petit peu sa famille. Je me suis attachée à tous ces personnages-là et l'auteur ne passe pas sous silence les côtés plus difficiles de la culture maori, notamment par rapport à l'homophobie. Et c'est là que se trouve Michael. Il adore sa culture, il veut la promouvoir, il veut promouvoir leurs droits, mais d'un autre côté, il voit qu'elle n'est pas parfaite puis qu'il faudrait peut-être qu'elle évolue. Bref, he's between a rock and a hard place. Et j'ai trouvé ça hyper bien traité parce qu'il réussit à faire ça tout en nous faisant comprendre la beauté et la richesse de cette culture-là. Les scènes au Vietnam, oh mon Dieu, c'est terrible. Qu'est-ce qu'il foutait là? Et on a le goût de rager contre le père, on a le goût de rager contre l'ex, et on voit ce personnage-là. J'ai aimé ça, ça m'a fait vibrer, et c'est tout ce que je demande à un livre. On est rentré au top 2. Mon deuxième livre préféré du jour, c'est Dans la maison rêvée de Carmen Maria Machado. C'est un essai-témoignage qui relate la relation abusive entre l'autrice et une de ses blondes, c'est-à-dire son amoureuse de l'époque, la fameuse femme de la maison rêvée. Mais c'est pas juste ça. Et pour moi, c'était génial. J'ai tout aimé dans cet essai-là. L'écriture, les thèmes de la pop culture qui sont insérés ici et là. Chaque chapitre a un titre en lien avec la pop culture. Vous savez comment j'aime ça. Et l'autrice s'est amusée avec les styles littéraires, avec les thèmes. La plume, elle est magnifique, elle est poétique, articulée, mais tellement facile d'accès. Puis je vous l'ai dit qu'il y avait des références, hein? Oui, c'est plein de références. Donc oui, l'autrice va nous parler de la femme de la maison rêvée, cette amoureuse qu'elle a eue. Elle était follement amoureuse. Elle comprenait pas pourquoi cette femme-là, qui était belle, merveilleuse, vivante, était amoureuse d'elle. Tu sais, on voit l'estime de soi ici, là. Au début, leur relation, elle est magnifique, elle est super sexy, mais ça va se dégrader et ça va permettre de traiter de la violence dans les relations queer, notamment dans les relations lesbiennes. C'est
hyper intéressant. Ça va explorer la difficulté à comprendre ses propres expériences quand il n'y a rien dans la culture. Elle n'a pas l'éclairage des récits antérieurs, il n'y a pas la représentation nécessaire pour qu'elle puisse reconnaître sa situation dans ce qu'elle aime. Et son discours, il est intéressant, il est nuancé également. Ça va parler des personnes queer dans toute leur imperfection et c'est ce qui fait leur humanité. L'impact de la violence, il est là. Ce n'est pas misérabiliste pour autant. Bref, j'ai tout aimé dans ce récit-là. La plume, la réflexion, les thèmes, la forme, tout était génial. J'ai adoré ça. Et c'est une autrice que je veux relire. J'ai un autre essai d'elle ici, dans ma pile. On est rendu à mon roman préféré de 2025. Ça s'appelle Le Dieu des petits riens. C'est de Arundhati Roy et c'était fabuleux. C'est une histoire dont je me souviens encore super bien aujourd'hui. J'avais été tellement touchée et je pouvais faire des liens avec ce que j'avais vu en Inde, même si je n'étais pas allée dans ce bout-là, mais pas du tout. C'était une fabuleuse lecture. Qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte l'histoire de Rahel et de Esta. Ce sont de faux jumeaux. Ils ont été élevés ensemble. Ils disent qu'ils n'ont qu'une seule âme, mais ils ont été élevés dans un petit village indien avec leur mère. L'un de leurs oncles, Chaco, un communiste pour les bienfaits de son portefeuille. Leur grand-mère qui est aveugle et leur petite arrière-grand-tante, Baby Kochama. Elle, c'est une ancienne bonne sœur puis est encore amoureuse d'un prêtre irlandais. Puis il y a quelque chose. Si vous l'essayez, là, laissez-lui le temps. Parce qu'on débarque en plein milieu du roman, puis ça prend un petit moment avant de se faire une place dans ce récit-là. Tu sais, on a besoin de lire un peu pour comprendre où on se situe comme lecteur à l'intérieur de l'histoire. C'est un roman qui nous balade entre passé et présent. On va nous raconter l'histoire de 3 générations un peu enchevêtrée. Puis dès le début, on sait qu'il va arriver un drame. On sait que la cousine, Sophie Moll, elle va mourir. Puis on sait que Rahel, il va être renvoyé à l'expéditeur. Son père, l'expéditeur. Ça implique que les jumeaux, ils vont être séparés. Au moment clé de l'histoire, ils ont 8 ans. À 8 ans, c'est extrêmement difficile de voir à qui on peut faire confiance entre les liens familiaux, entre ce qu'on ressent, entre ce qu'on nous dit. Et à travers ces pages-là, on va comprendre comment on en est arrivé là, comment les personnages sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui. Et c'est tellement bien fait. Oui, ça parle des inégalités dans la culture indienne, mais pas que. Il y a certaines prémices qui sont tellement profondément ancrées dans la société, puis le colonialisme a tout fait pour les garder dans cette situation-là. Il y a certaines notions qui sont tellement internalisées qu'on regarde agir les personnages, puis on n'est tellement pas d'accord, mais d'un autre côté, on comprend. On comprend parce que leur cerveau, il est wiré comme ça. Ils voient pas d'autres solutions parce que les décisions qu'ils prennent, oh mon Dieu, tu t'en vas à la catastrophe. Puis oui, c'est ça. On a des personnages qui essayent de se sauver eux-mêmes, mais qui vont précipiter tout le monde dans l'abîme à cause de ça. On a toutes ces histoires-là, mais pour moi, c'est la perte de l'innocence qui était au centre de tout ça. Le regard des jumeaux, il est souvent très naïf, autant celui qu'ils jettent sur le monde que sur leur famille. Puis ils ont des jeux de langage. Ah, les jeux de langage, ils sont tripants. Ils ont des mots inventés, ils jouent un peu avec l'anglais. Et ça parle de toute l'influence colonialiste aussi qu'il y a eu en Inde. Parce que pour eux, l'anglais, c'est ça, c'est la langue coloniale. Mais pour moi, ce roman-là, ça a été de revoir l'Inde. Je revoyais les couleurs de l'Inde. On a un tout petit village. Ça se passe à un autre endroit et c'est différent, oui, je sais, mais c'est un roman qui m'a profondément touchée. J'ai adoré. Lisez-le comme tous ceux dont je viens de vous parler. Alors voilà, c'était mon top 25 pour 2025. Dites-moi tout. Est-ce que vous avez lu certains de ces romans? Est-ce que j'ai réussi à vous tenter avec certains d'entre eux? Et si vous avez envie, vous pouvez me dire aussi quelles ont été vos lectures préférées de 2025. Est-ce qu'il y a des romans que moi, je vous ai suggérés, que vous avez lus, que vous avez adorés et peut-être que vous avez le goût d'en parler? J'aimerais ça si vous m'en parliez. Si vous êtes encore là, vous pouvez me mettre un petit emoji médaille parce que tous ces romans mériteraient des trophées, des médailles, tout ce que vous voudrez. Ce sont des top. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez faire un like, vous pouvez également la partager et si vous voyez des trucs là-dedans qui pourraient vous correspondre, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, de bonnes lectures et à la prochaine. Et mon Pepsi est encore là, caché.